Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes mercredi 13 janvier, il est 20 heures et vous êtes sur Transistor dans le kiosque. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous passons une heure en compagnie de notre compositeur ou compositrice de la semaine. Et c'est Pierre Chepeloff qui aujourd'hui nous a fait le plaisir et l'honneur de nous accorder cet entretien. Bonjour Pierre Chepeloff. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui ici pour parler de votre carrière de compositeur, d'organiste. Alors d'abord, moi j'avais envie d'évoquer avec vous votre parcours, qu'est-ce qui vous a marqué dans votre scolarité musicale, par quoi est-ce que vous avez commencé la musique? Oui, eh bien j'ai commencé assez jeune, vers près de l'âge de 5 ans environ, par le violon. Donc voilà, mes premières années musicales étaient marquées par le violon, dans une école du centre de Paris où j'allais spécialement dans des vieux lambris avec de vieilles dames nées au début du XXe siècle. Voilà, et une éducation très classique de ce point de vue-là. Et puis la musique m'ayant beaucoup parlé, clairement. J'ai enchaîné ensuite par le chant avec des études à mi-temps pédagogiques dans ce qui s'appelle aujourd'hui la maîtrise de Paris, qui est donc un chœur d'enfant. De là, j'ai bifurqué au début de l'adolescence vers l'orgue, l'étude de l'orgue et du clavier plus généralement, mais de l'orgue en particulier. Voilà, que j'ai poussé assez loin. Et de là, j'ai bifurqué vers les études d'écriture et de ce qu'on appelle un peu pompeusement l'érudition au Conservatoire de Paris, c'est-à-dire en fait tout ce qui est de la connaissance, de l'analyse, de l'histoire de la musique, et donc de l'écriture, c'est-à-dire comment on écrit, d'abord et avant tout comment on écrit en référence au style du passé, et ensuite dans la création. Mais vous évoquez trois choses très différentes, à savoir le chant qui est un instrument réputé, en tout cas vendu pour être simple et accessible à tous, un instrument qui est l'orgue, qui est peut-être exactement le contraire, où l'on doit jouer de ses deux mains, de ses deux pieds. Donc qu'est-ce qui vous a attiré dans ces deux domaines si différents? Le chant, c'est... Après, c'est aussi comme ça que je l'ai reconstruit ensuite, mais le chant, c'est la chose primitive, la chose première. Nous chantons tous, musiciens ou pas d'ailleurs. Être musicien, c'est être chanteur. Voilà, parfois, on oppose les deux termes. J'insiste, être musicien, c'est chanter, d'une manière ou d'une autre, mais c'est chanter. Donc le chant, c'est la chose essentielle, en effet, accessible à tous, et par laquelle tout le monde a le plaisir de la musique. Et l'orgue, c'est comme un chœur, c'est comme un ensemble. L'orgue, chaque note est un instrument de musique ou un chanteur. L'orgue est un espèce de grand rassemblement d'instruments de musique en un, dans lequel l'organiste est souvent vu comme une sorte de démiurge qui est tout là-haut avec un instrument imposant. Et si vous deviez reprendre dans votre passé deux œuvres qui vous ont marqué? Je me souviens avoir chanté du Xenakis, avoir chanté voilà, différents compositeurs en création, mais il y en a un qui m'a marqué à la fois, je dirais, par l'œuvre et par la personne, par la rencontre, c'est Maurice Ohana, grand compositeur depuis après la Seconde Guerre, et grand compositeur de la vibration sonore. Et j'ai participé à la création et à l'enregistrement d'ailleurs au début des années 90 de ces grands chefs-d'œuvre à quatre chœurs et instruments que sont Dies Solis et Lux Noctis sur des textes latins de l'Antiquité. Et je me souviens d'ailleurs d'une anecdote personnelle hein, qui est mon vécu là-dessus. Je me souviens d'un concert à Arles où nous chantions ces œuvres en présence du maître. On a chanté plusieurs fois ses œuvres, c'était pas le meilleur concert d'ailleurs, mais bon voilà, c'était pas le plus parfait, mais il y avait quand même beaucoup de ferveur. Et aux applaudissements, Maurice Ohana, qui était un grand gaillard, est venu vers nous, le chœur d'enfant, nous étions au centre d'une scène bien remplie, et il est venu vers nous, et il est venu vers moi. Et à ce moment-là, il m'a pris à deux mains et soulevé au-dessus de lui, présenté au public. Donc c'était un moment, je dirais, presque physique assez marquant sur le moment. Et nous écoutons un extrait de Lux Noctis Dies Solis de Maurice Ohana.
Pierre Chepeloff, nous parlions il y a quelques instants de votre passé de violoniste et de chanteur. Maintenant, parlons de votre carrière d'organiste. Quels sont, si vous deviez en invoquer quelques-uns, les événements marquants, les compositeurs, les œuvres qui ont jalonné cette scolarité et ce parcours d'organiste? D'abord, j'ai eu la chance de commencer l'orgue grâce à la maîtrise de Paris, au moment où nous avions, avec le Conservatoire de région de Paris, intégré le bâtiment de la rue de Madrid, le bâtiment mythique de l'ancien Conservatoire de Paris, qui venait de partir en 90 ou 91, je crois. Et j'ai eu l'occasion de commencer l'orgue par ce biais-là. Et du coup, bon, ça m'a mis le pied à l'étrier d'un autre instrument. J'avais peu touché le clavier jusque-là. Ça m'a vraiment, je dirais, éduqué à la dimension polyphonique. Parce que quand on fait du violon ou du chant, on est dans une dimension mélodique, horizontale de la musique. Et quand on prend le clavier, on s'initie vraiment à une gestion à la fois contrapuntique, c'est-à-dire polymélodique, de plusieurs horizontalités superposées, mais aussi verticale, ou autrement dit harmonique. Euh, Et comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, on est chef d'orchestre tout seul. Tout à fait, et cet aspect-là. Par Marie-Louise Langlais, j'ai d'ailleurs connu, bien sûr, enfin connu l'œuvre de Jean Langlais, et puis aussi, bien sûr, l'œuvre de celui qui avait été son condisciple au Conservatoire de Paris, Olivier Messiaen. J'ai beaucoup aimé à la fois cette œuvre, ce langage singulier. Messiaen est intéressant aussi quand on apprend, parce que il décrit son langage, il dit de quoi est fait sa musique, et ça a permis aussi de m'éduquer à des manières plus modernes de concevoir la musique que les manières classiques de la musique dite tonale. Et notamment pendant la préparation de cette entrevue, vous parliez des oiseaux et des sources issus de la messe de la Pentecôte. Nous écoutons un extrait maintenant. Les chansons, les choses à la mode, les choses qui sont le vocabulaire commun de tout le monde, dans chaque génération d'ailleurs. Euh, Moi j'étais un peu jeune, je les connaissais pas. C'est pas que j'étais éduqué en dehors, c'est que ça me parlait pas en fait, pas beaucoup. J'en connais sûrement moins que bien d'autres, même si j'ai quand même rattrapé mon retard à ce niveau-là. Toutes ces musiques populaires, en fait pour moi, elles sont vieilles, elles ont toujours été vieilles au sens où le langage est un langage du 19e siècle ou du 18e siècle. Pour l'essentiel, c'est les mêmes accords parfaits, c'est les mêmes systèmes musicaux que ce qu'on appelle la musique tonale. Voilà. Au contraire, un certain nombre de musiques du XXe siècle, au contraire, fait exploser un peu les limites de cette musique traditionnelle des accords parfaits. Et Messiaen est un de ceux-là, de ceux qui, en partant des éléments classiques, sont allés ailleurs. Et ça m'a aussi beaucoup appris et interpellé vers autre chose. Alors vous êtes vous êtes improvisateur Renaissance également, dans le style de la Renaissance. Vous êtes spécialisé dans je vais dire ça de manière un peu globale, mais dans le répertoire médiéval, à savoir aussi dans l'exécution du répertoire médiéval et dans sa lecture, avec tout ce que ça suppose d'interprétation et d'improvisation, notamment dans la lecture dite sur source, sur les manuscrits. Comment est-ce que vous abordez ce travail-là? Qu'est-ce que c'est pour vous et comment est-ce que ça a modifié votre vision de la musique?
Tout d'abord, je dirais que comme un musicien classique de ma génération, en dehors de la musique contemporaine que j'évoquais, l'éducation traditionnelle musicale était basée, comme on dit en Allemagne, sur les 3 B de Bach, Beethoven, Brahms. Mais la musique plus ancienne m'était à peu près inconnue. J'ai eu la chance de rencontrer quelques personnalités qui m'ont éveillé à d'autres choses. Bon, d'abord, à l'orgue, il est vrai que c'est un des instruments où on joue le plus de répertoire, parce que c'est l'instrument qui a le répertoire le plus âgé. Quand on joue de l'orgue, on a de la musique déjà 16e, 17e siècle, donc j'avais pu voir déjà de la musique baroque, de ce qu'on appelle aujourd'hui baroque. Et j'ai eu la chance de rencontrer Olivier Trachier, qui est un grand organiste et spécialiste de la Renaissance, dans le courant de mes études, et ça m'a ouvert des univers sonores et des univers esthétiques qui m'étaient insoupçonnés, et aussi une attitude vis-à-vis l'attitude des gens qui cherchent en musique ancienne, c'est-à-dire la lecture des sources, essayer de se défaire de ces préjugés d'interprétation ou de son. Et donc la musique d'abord de la Renaissance, donc du XVIe siècle, avec la découverte à la fois de son langage ordinaire et de son langage extraordinaire, c'est-à-dire l'idée que, non pas, on a souvent fait une histoire des chefs-d'œuvre dans l'éducation classique, mais en fait il y a plein de musique normale qui met en valeur les chefs-d'œuvre quand on regarde les œuvres normales d'une époque. Quand on étudie la musique de la Renaissance, c'est que tout d'un coup, par exemple, on tombe sur la musique de Pascal de l'Estocard, un nom à peu près inconnu aujourd'hui, mais un des compositeurs les plus intéressants, je pense, de la fin du XVIe siècle. Eh bien, on a des éléments de langage qui, dans une musique plus moderne, peuvent paraître ordinaires, mais qui, dans son bain, dans son jus, sont des choses extraordinaires. Aussi, dans la musique ancienne, dans la musique de la Renaissance et du début du baroque, par le rapport au texte. L'idée d'avoir vraiment une expression du mot, de l'idée, du rythme de la langue, qui est vraiment quelque chose qui m'a toujours parlé, quelle que soit l'esthétique. Et nous écoutons maintenant un extrait d'un des octonnaires de la Vanité du Monde de Pascal de l'Estocard, Mondain si tu le sais, par l'ensemble Clément Genka. Pierre Chepelov, vous évoquiez tout à l'heure ces compositeurs normaux, ou en tout cas tout ce qui faisait le tissu étroit des productions musicales d'une époque et qui ne sont pas forcément parvenus à une célébrité. Et ça me fait penser à ce que vous me disiez tout à l'heure dans la préparation de cette émission, à propos en parlant de vos origines russes, à propos de ce tropaire de Pâques que vous m'avez fait écouter, qui date du XVIIe siècle et qui offre une deuxième partie extrêmement étonnante quand on n'est pas habitué à ce type d'écriture et de sensibilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ce qui est intéressant aussi, c'est le rapport au cantus firmus, c'est-à-dire à un plein chant, à une monodie, qui est celle du répertoire du psautier huguenot, donc du XVIe siècle pour les protestants, et aussi pour la question de la musique russe, qui est aussi une monodie traditionnelle, qui a vu éclore des polyphonies. Et donc ce principe qui est médiéval à l'origine, hein, d'usage d'un répertoire monodique pour la liturgie à l'origine, ou dans des contextes profanes aussi, mais en la polyphonisant, a connu vraiment des développements différents dans différentes parties de l'Europe. Moi, je suis d'origine russe, j'ai vécu avec un bagage lointain, mais quand même présent de la vieille Russie et notamment de la musique liturgique russe. Et je me suis plongé avec bonheur à une époque dans les polyphonies du XVIIe siècle de la Russie, des polyphonies anonymes,
un langage dit dissonant, en tout cas qu'on a dit dissonant ensuite, parce qu'il n'obéit pas aux règles occidentales, mais à d'autres. J'ai eu beaucoup, là, dans les dernières années, j'ai beaucoup chanté sous la direction de Maria Kondrashkova dans un ensemble vocal pour faire de la musique ancienne russe, une musique très très peu connue qui est essentiellement découverte ces dernières années grâce à l'étude de manuscrits qui sont en Russie et qui étaient inaccessibles avant, à l'époque soviétique. Voilà, ça donne vraiment un langage passionnant de couleurs à la fois proches et lointaines des traditions occidentales. Et nous écoutons un extrait de ce tropère de Pâques anonyme datant du XVIIe siècle. Воскресения день, просветимся людьми, Пасха Господня Пасха, от смерти до жизни, и от земли к небеси. Христос Бога нас приведет, помяную поющие. Христос воскресе из мертвых, смертью слеп поправ, и сущим во гробе живого дорогого. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живого дорогого. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живого Bien, nous arrivons, Pierre Chepelov, au terme de cette première partie consacrée à votre parcours. Alors, il y a évidemment, comme dans chaque parcours, comme dans toutes les bibliothèques, des inclassables, des œuvres qu'on met sur le bord d'un meuble et qu'on consulte régulièrement. Quelles sont ces œuvres pour vous ? Y en a-t-il une en particulier qui vous vienne à l'esprit ? Des œuvres qu'on consulte? Oh, bon, c'est toujours le grand Jean-Sébastien qui revient hein, si on pense à la source, la source, le Bach, le ruisseau qui nous donne toujours son fluide. Et ça, je pourrais citer tout. En tant qu'organiste, j'en ai beaucoup travaillé. En tant qu'enseignant, je m'en sers aussi beaucoup voilà, des chorales de Bach ou ce genre de choses qui sont pour nous toujours des merveilles sous différents angles. Après, je pourrais citer aussi d'autres choses qui paraissent peut-être loin des musiques que je cite le plus. On parlait de musique ancienne. Bon, une époque biographique pour moi, ça a été la découverte avec certains amis de musiciens, évidemment, musiciens du début XXe siècle français, évidemment. Là, j'ai adolescent avec des amis, des collègues, nous allions dans notre salle d'orgue et au lieu de jouer de l'orgue, nous prenions le piano et nous déchiffrions les mélodies de Fauré, par exemple, ce genre de choses qui sont toujours vraiment des éléments et avec bien sûr avec ces mélodies, les poèmes du 19e siècle. Voilà. Et puis par ailleurs, avec d'autres amis à d'autres époques des études, j'ai été initié aux joies d'un compositeur de l'époque de Debussy qui est Ropart. Et voilà, j'ai eu une grande connaissance finalement de ce répertoire d'un compositeur qui n'est pas le plus connu, mais néanmoins avec une voix singulière et une belle harmonie à la française, comme on dit. Voilà. Et nous écoutons maintenant un extrait de la légende de Saint-Nicolas de Joseph Guy Ropart par Christian Papis, l'orchestre symphonique et lyrique de Nancy, dirigé par Michel Picmal. Could
les trois enfants. Nous venons d'écouter un extrait de la légende de Saint-Nicolas de Joseph Guy Roparts par Michel Picmal et l'Orchestre symphonique et lyrique de Nancy. Pierre Chepeloff, il y a une amitié qui ressort entre compositeurs dans votre parcours, c'est celle avec Benoît Menut. Vous avez notamment ensemble écrit nombre de méthodes d'éducation musicale, d'éducation et de culture musicale. Alors, voilà, est-ce que vous pouvez évoquer avec nous en quelques mots votre parcours pédagogique en tant que professeur et ensuite la spécificité de votre manière d'aborder la pédagogie musicale? Oui, alors j'ai mis le pied dans la pédagogie tout jeune, encore étudiant d'ailleurs. Notamment d'ailleurs, vous citiez Benoît Menut qui est à la fois un grand compositeur, je crois, de sa génération, un ami pour moi depuis 25 ans déjà, un camarade d'études et aussi qui a été pendant longtemps un collègue d'enseignement. Je dirais d'ailleurs ayant commencé encore plus jeune que moi l'enseignement, il a été aussi, quand on m'a suggéré que pourquoi pas, c'était une voie intéressante, c'était aussi le camarade qui m'a montré l'exemple aussi. Ah oui, en effet, oui, ok, c'est passionnant et ça vaut la peine d'y consacrer de l'énergie. Donc voilà, depuis plus de 20 ans, j'enseigne. J'enseigne dans les conservatoires de la ville de Paris, au conservatoire du 13e arrondissement et au CRR, Conservatoire Rayonnement Régional de Paris, avec plusieurs entrées d'enseignement qui ont évolué aussi avec le temps. L'entrée musique ancienne m'a toujours, et de plus en plus c'est quelque chose que je développe. J'ai un cours spécialisé pour le département de musique ancienne du CRR de Paris, dans lequel je fais étudier les techniques anciennes de solfège. Comment on apprenait la musique, comment on concevait la musique, comment on lisait la musique dans les temps anciens de manière assez différente des techniques d'aujourd'hui, ce qui aide les interprètes de musique ancienne à retrouver le sens de la musique avec la mentalité ancienne. Alors, vous parlez de solfège ancien, mais c'est quelle période ancien? Par ancien, c'est entre Moyen-Âge et XVIIe siècle, XVIIIe siècle, disons. En tout cas, ce qui fait les prémices de l'époque baroque, à un moment où il y a un grand changement un peu paradigmatique de l'enseignement de la musique entre, grosso modo, le XVIe et le XVIIe siècle. Et maintenant, dans votre approche pédagogique, moi j'avais envie d'évoquer avec vous, dans votre parcours, vous avez parlé beaucoup de musique médiévale, et l'une des spécificités de la musique médiévale, c'est de penser la mélodie et le rythme de manière relative. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des considérations modernes au solfège où la clé de sol est absolue, où les hauteurs sont absolues, où les valeurs rythmiques sont absolues. On est plutôt dans une idée que toutes les choses se calculent les unes par rapport aux autres. Alors comment est-ce qu'on construit une pédagogie musicale là-dessus? Alors, pour nos auditeurs, il faut quand même préciser, moi je suis encore et j'ai été pendant très longtemps professeur de formation musicale. Généralement, tout le monde ne sait pas ce qu'on appelle aujourd'hui en France formation musicale, c'est le mot du cours que tout le monde appelle encore solfège. Alors le mot solfège, c'est un mot qui fait souvent peur, sur lequel il y a beaucoup d'idées préconçues. Préconçu veut dire pas forcément juste, mais éventuellement juste d'ailleurs. De quoi s'agit-il? Le solfège, tel que les gens se le représentent aujourd'hui, c'est un truc où on apprend à lire. C'est un système de lecture de la notation musicale. Et les gens qui en ont fait un peu, ou qui en ont vu faire, ou dont les enfants ont fait, ont souvent l'idée que faire du solfège, c'est apprendre, c'est lire annonner, entre guillemets, des noms de notes qui sont écrits dans la notation musicale. Et par ailleurs, faire du rythme, frapper du rythme, par exemple.
Ça, c'est une chose qui existe, hein, mais même si il peut être vrai que ça peut être une part prépondérante des cours de solfège aujourd'hui, ou en tout cas de certains, c'est une erreur sur le plan historique, hein, c'est une aberration en fait. Faire du solfège ou de la solmisation, pour prendre un terme plus ancien, c'est dire sol mi ou sol fa, c'est-à-dire dire le nom des notes. Le nom des notes, tout le monde a do ré mi fa sol la si do. C'est pas un nom de coordonnées de hauteur tel que on se le dit souvent aujourd'hui, ou de coordonnées de touches, de doigtés de piano ou d'autres instruments. Ce nom des notes a été inventé il y a un millénaire dans le seul but de mieux chanter, c'est-à-dire de faire ce dont les gens se plaignaient il y a 1000 ans, mais se plaignent encore, les spécialistes. Le grand Guy d'Arezzo disait il y a 1000 ans, il y a un problème, c'est que les chantres confondent les tons et les demi-tons. Alors les tons et les demi-tons, c'est l'unité de base de la musique. Ta da ou bien ta da. Et cette unité de base de la musique est souvent confondue parce qu'on utilise les deux en fait tout le temps. C'est un peu comme mais c'est un peu comme des briques de Lego. Si vous avez une brique une brique de 2, une brique de 1, bah c'est pas pareil. Ou une brique de 2, une brique de 4. On fait des murs avec des briques, vous voyez, en musique comme avec des Lego, et il faut avoir les bonnes tailles, sinon ça fait des trous et ça ne marche pas. Donc en fait ça c'est la base de l'éducation musicale, ou plus exactement ça devrait toujours l'être. Ce qui veut dire aussi comme corollaire que l'éducation musicale a pour base le chant, le fait de chanter, avant même tout solfège, avant même toute diction des choses ou toute analyse. Mais quand on est dans ce solfège, on devrait toujours chanter, et le nom des notes ne sert qu'à ça. Et donc, pour moi, une bonne conception du solfège, c'est pas faire d'un côté de la lecture, enfin, dire des noms de choses graphiques, et de l'autre côté, essayer de voir sur quelle touche on appuie à quel moment. Et puis, dans un troisième lieu, faire des dictées au sens de faire des devinettes. Et ceux qui arrivent à comprendre tout seuls, sans qu'on leur enseigne, ils auront de bonnes notes. Voilà, ça c'est pour résumer un peu une caricature du solfège dans la mauvaise acception, dans l'acception décadente du terme. Le bon solfège, c'est chanter, jouer avec, et d'abord être dans un partage musical, mais développer chez l'élève et chez le musicien la compréhension fine des éléments, parce que comme un enfant qui joue au Lego, il faut savoir enfin, si les briques n'ont pas la bonne taille, ça donne pas le bon résultat. Il se trouve que dans une des méthodes d'éducation musicale que vous avez écrite en collaboration avec Bonamenu, se trouve une pièce que j'ai trouvée très drôle à l'entendre, et qui nous parle justement de ces intervalles qui sont parfois si difficiles à chanter, que sont le demi-ton, le ton, la seconde mineure, la seconde majeure, la tierce, la quarte, la quinte et l'octave, etc. C'est la pièce Juste pour voix et piano, ici enregistrée par Esther Labourdette et Bertille Montcellier. Les secondes sont mineures quand elles ne sont pas majeures. Les secondes sont majeures quand elles ne sont pas mineures. Mais les quartes, les quintes et les octaves, mais les quartes, les quintes et les octaves sont justes, 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 sont justes. Les tierces sont mineures quand elles ne sont pas majeures. Les tierces sont majeures quand elles ne sont pas mineures. Mais les quartes, les quintes et les octaves, mais les quartes, les quintes et les octaves sont justes. Pierre Chepeloff, nous évoquions avec vous votre parcours de pédagogue, notamment votre série d'ouvrages L'ouverture à la musique, dont vous sortez, je crois, le 7e tome. Dont on vient de sortir le 7e et dont le 8e est en cours de fabrication. En partenariat avec Benoît Menut, et voilà. Qui se donne pour but, je crois, d'aborder le solfège, ou en tout cas l'éducation musicale telle que vous l'avez évoqué. Oui, c'est la deuxième série qu'on fait aux éditions Henri Lemoine, qui nous ont fait confiance depuis plus de 15 ans, après une série spécialisée qui s'appelait La dictée en musique.
L'ouverture à la musique, l'idée c'est de faire l'apprentissage, hein, bien sûr, des notions techniques de la musique et du solfège, mais avec beaucoup de répertoire, avec beaucoup d'enregistrements, avec le plus de pertinence technique, mais toujours dans de la musique de tout répertoire, de toutes obédiences, je dirais, vocales, instrumentales et historiques. Alors nous évoquions avec vous, là, depuis le début de cette émission, la triade qui fait de vous le musicien que vous êtes maintenant, c'est-à-dire votre début de la musique au violon, ensuite à l'orgue et au chant, la rencontre avec la musique dite ancienne, c'est-à-dire avec les 1300 ans que constitue la musique médiévale, renaissance et baroque, et votre amour de la pédagogie. Maintenant, nous allons vous découvrir sous un autre angle, sous l'angle qui vous a valu notamment le prix de la Fondation Francis et Mika Salabert en 2019, c'est-à-dire votre casquette de compositeur. Nous avons sélectionné pour vous, chers auditeurs, quelques œuvres phares du catalogue de Pierre Chepelov que vous pouvez découvrir sur son site pierrechepelov.com. Et maintenant, j'aimerais faire le lien avec ce que nous avons entendu tout à l'heure, avec Juste et cet humour légèrement pince sans rire qui vous caractérise, et écouter une autre œuvre pour chœur, The Duck and the Kangaroo, le canard et le kangourou, enregistré ici par l'ensemble Apostrophe, dirigé par France de la Hamelinet en 2013. Say the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. Are you hop, 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 are you hop, 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 are you hop, 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 are you hop, 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 are you hop? I could hop like you, say the duck to the kangaroo. La poésie, le texte, en fait, tient une part très très importante dans votre œuvre, à tel point que même votre quatuor à cordes trouve ses racines dans un texte. Nous en parlerons tout à l'heure. Ici, c'est un type de poésie très particulier que sont les nonsense anglais, tels qu'ont pu en composer dessus Zeiber ou encore Petrassi. Et quel est votre rapport à cette poésie un petit peu décalée ? Oui, alors dans le nonsense anglais, on connaît les Monty Python ou autres œuvres plus récentes. Et on connaît aussi beaucoup dans la poésie du 19e siècle Lewis Carroll. Ici, il y a un autre auteur qu'en France on connaît moins, qui est Edward Lear, qui moi m'est cher depuis très longtemps. Vous avez cité les chœurs de Zeiber qui sont issus de ces œuvres de Lear. Une œuvre qui m'a aussi beaucoup marqué depuis longtemps, c'est une des pièces une mise en musique d'un texte de Lear par Stravinsky, qui est The Owl and the Pussycat. Et cet auteur, je m'en suis souvent servi dans des chœurs, des œuvres vocales ou autres. Voilà, je trouve ça passionnant. C'est des petites miniatures avec toujours un humour pince sans rire incroyablement anglais. Et voilà, dans cette histoire de The Duck, c'est l'histoire d'un canard et d'un kangourou qui découvrent le monde. Ils fument des cigares en sautant par le monde entier, voilà, avec des histoires un peu abracadabrantes. Et voilà, je trouve que c'est toujours un support passionnant. Mais au-delà de cet auteur-là, la poésie, le verbe, c'est toujours pour moi premier. Prima le parole, dopo la musica. C'est d'abord le verbe, dans son rythme d'abord, techniquement, c'est-à-dire la parole de la langue anglaise, française, latine, allemande ou autre, qui va créer de la musique. Et ensuite, c'est aussi le sens du mot, le sens de la phrase, le sens de la rhétorique qui construit la forme, le déroulement d'une œuvre.
Et je suis moins un artiste de l'art pour l'art, de ce point de vue-là, ou de la pure symphonie. Mais du coup, bien sûr, il y a une certaine prépondérance de la musique vocale dans ce que j'ai fait. C'est aussi par les rencontres, par mes pratiques en tant que chanteur ou chef de chœur, et aussi tous mes amis que j'ai pu rencontrer, notamment des chefs de chœur avec qui j'ai pu travailler. Mais c'est vraiment une appétence qui reste toujours fondamentale dans ce que je fais. Et justement, à propos des amis qui ont jalonné votre parcours, que ce soit les organistes, les chanteurs, les pianistes, et votre parcours est jalonné d'amis, en fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces amis qui vous ont enregistré? Oui, enfin, comme tout le monde, mais disons qu'on a des appétences aussi artistiques et qui deviennent des amitiés ou vice-versa d'ailleurs. J'ai voilà, pendant beaucoup d'années beaucoup travaillé avec France de la Hamelinais, qui est une jeune chef de chœur, chœur d'adultes et de chœur d'enfants aussi, qui fait un travail phénoménal. J'ai aussi un camarade d'études, Johan Recoul, qui est chef d'orchestre, avec qui j'ai fait plusieurs projets dont on parlera peut-être tout à l'heure, notamment dans des cadres pédagogiques, sociaux et historiques. Et puis d'autres, Brigitte Laine, que j'ai rencontrée quand j'ai eu l'occasion d'avoir ses enfants en cours au conservatoire, qui est une spécialiste, une pionnière de musique médiévale, avec son ensemble Discantus, et pour qui j'ai écrit aussi une pièce. Voilà, de nombreuses rencontres au hasard de la vie. Et justement, cette collaboration avec Brigitte Laine vous a permis de faire coïncider deux passions, à savoir la musique vocale et le répertoire d'inspiration médiévale, dans l'œuvre O qui perpetua mundum ratione gubernas, sur un texte de Boès, dont nous écoutons maintenant un extrait. Ici, on retrouve l'ensemble Discantus dirigé par Brigitte Laine. Comment est-ce qu'on aborde l'écriture pour un ensemble aussi spécialisé que l'ensemble Discantus? Un ensemble à voix féminine d'ailleurs, très particulier. Il y a un contexte de commande, c'est-à-dire que c'était pour un programme où il y avait de la musique médiévale, mais très particulière, qui est des polyphonies à deux voix du XIIe siècle anglaise. Donc un contexte très particulier. Et puis l'idée qui m'avait été donnée d'un texte de Boès. Boès est un des derniers grands auteurs de l'Antiquité. Mais donc il y avait un extrait de sa Consolation de la philosophie à utiliser. J'ai fait une superposition avec un cantus firmus, c'est-à-dire une monodie citée, qui est un Alléluia du jour de Pâques, qui est cité en contrepoint du texte de Boès. Et donc voilà, je me suis servi de ces éléments de techniques de superposition, de langage harmonique, avec beaucoup de cartes d'ailleurs, pour citer la technique, mais aussi de prosodie, avec la prosodie latine, avec des longues et des brèves, qui est de la métrique antique, dans lequel le poème est conçu. Et puis en y mettant mes éléments, mes choix de vocabulaire musical aussi, que j'adapte, que je construis à partir des éléments propres au contexte spécifique de la pièce. Il se trouve qu'au XXe siècle, on a beaucoup d'influences qui se développent. On a des compositeurs qui évoluent par polarité, comme par exemple Henri Dutilleux, ou au contraire des compositeurs qui évoluent dans la tonalité la plus totale, comme Francis Poulenc.
Alors, et vous dans tout ça, comment est-ce que vous caractériseriez votre langage? Alors, dans la musique, je dirais classique contemporaine, enfin, ou dite savante, etc., depuis en tout cas la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a un gros débat, il y a un grand antagonisme parfois entre deux directions qui ont eu tendance à se tourner le dos. L'une, celle, je dirais, boulésienne de l'avant-garde de l'après-guerre, tournant le dos au passé, voulant faire table rase, voulant être aussi très scientifique et systématique sur certains aspects. Et puis une autre qui serait plus dans les traditions, plus tonales, voire néotonales, parfois un peu rétro-tonales pour certains. Et ce sont deux mondes qui se sont beaucoup tournés le dos, avec en France en particulier voilà, un certain antagonisme, parfois d'ailleurs, qui a pu être assez violent pour certains protagonistes dans certaines générations. Je pense qu'aujourd'hui on dépasse cela. Moi, je veux faire une musique d'abord que j'entends, parce qu'il faut dire qu'un compositeur, c'est, en tout cas je crois, c'est quelqu'un qui pose des sons les uns à côté des autres, mais c'est pour moi quelqu'un qui entend les sons qu'il pose, c'est-à-dire qui dans sa tête a une idée de ce qu'il veut. C'est pas par opposition avec une conception du compositeur qui met des sons et ensuite écoute ce que ça donne. Le compositeur de formation classique, il l'entend dans sa tête et il écrit ce qu'il entend, il sait comment ça va sonner avant. Voilà, donc ça moi en tout cas j'écris la musique que j'entends, ou alors en tout cas que je suis capable d'entendre. Tout à l'heure, nous évoquions parmi vos inconditionnels de bibliothèque Jean-Sébastien Bach. Et il est une œuvre particulière parmi ses cantates qu'on appelle l'Actus Tragicus. Spéciale par son effectif, puisqu'elle demande 2 flûtes à bec, 2 viols, un chœur et des solistes. Et ça a été l'occasion notamment pour France de Lamennais et l'ensemble apostrophe de faire une commande à 2 compositeurs, à savoir Philippe Hersan et vous. Et vous avez choisi de reprendre le même texte, peu ou prou, le même effectif, et également peu ou prou, à quelques différences près que vous allez nous détailler. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le contexte de composition de cette œuvre, qui est quand même un jalon important, je pense, dans l'œuvre d'un compositeur? Alors c'était un programme qui avait été soutenu par la SACEM et créé au Musical de Redon. Donc l'idée était de mettre en regard une œuvre de musique ancienne, baroque, et une œuvre contemporaine. On avait, et j'y étais aussi en tant qu'organiste pour faire la basse continue dans les œuvres baroques, on avait programmé un Stabat Mater de Scarlatti avec l'œuvre qu'Hersan avait écrite quelques années avant, en regard sur le même texte et avec le même effectif. Et puis d'autre part, il y avait l'Actus Tragicus, cantate de Bach, donc pour 2 flûtes à bec, 2 viols de gambe, violoncelle et puis les voix. Et donc France de la Lamennais m'avait demandé de reprendre ce texte et d'en faire une version avec le même effectif musical. Et j'avais choisi, c'est un texte qui est composite, dont on ne sait pas tout à fait tout des origines, qui est fait de citations bibliques, de poésie moderne, de chorale luthérien. J'ai choisi de le faire, mais en version française, c'est-à-dire avec une traduction du texte, parce qu'on donne souvent des cantates de Bach en France, mais la musique, elle est là pour exprimer un texte, un sens, notamment dans ce contexte-là. Et je pense que pour le public français, la langue allemande étant souvent un peu loin, dans une compréhension peu directe, voilà, j'ai voulu mettre à côté la version française pour avoir une expression plus directe pour l'auditeur français. Et puis, nouvelle, car j'ai fait les choses autrement, tout en m'inspirant bien sûr de la source de Jean-Sébastien Bach.
dans cet instrumentarium qui constitue celui de cette cantate, à savoir 2 flûtes à bec et 2 viols, c'est pour les instruments typiquement issus du répertoire baroque, comment est-ce qu'on écrit pour 2 types d'instruments qui portent avec eux une histoire lourde et surtout voilà, qui suppose déjà un background? On écrit avec les paramètres techniques de l'instrument, mais on écrit après, on écrit avec quelques échos, qui soient rythmiques ou de formules du langage auquel on fait référence, mais on écrit du neuf de toute façon. Donc aussi pour faire du neuf, on va aussi essayer de ne pas non plus être dans l'imitation. Il ne s'agit pas de faire un pastiche. Donc non, bah, l'instrument, la viole de gambe, est un instrument ancien, mais il est tout aussi actuel que le violoncelle ou la guitare électrique. Donc j'écris pour la viole de gambe comme j'écrirais pour la guitare électrique, c'est-à-dire différemment, mais spécifiquement, mais c'est un instrument toujours neuf. Il y a une œuvre, moi, parmi celles que vous m'avez fait écouter lorsque nous préparions cette entrevue, qui m'a saisi, et c'est celle que vous avez écrite sur un texte de Léon Leloir, déporté à Buchenwald. Je reviens de l'enfer, pour soprano, solo, chœur d'enfant et ensemble orchestral. Et la partie solo était confiée à Esther Labourdette, à l'ensemble orchestral Les Tempéraments, dirigé par Johan Rekoul, dont nous parlions tout à l'heure. Alors, c'est une œuvre composée sur un texte de Déporté, une œuvre qui a évidemment, pour les enfants qui la chantaient et ceux à qui elle était destinée, qui est un projet social, pédagogique. Comment est-ce que vous avez abordé ce travail? Comment est-ce que vous avez abordé le travail musical avec les enfants, l'abord du texte? Alors, je dois dire, il y a beaucoup d'entrées dans ce projet, qui est l'un parmi plusieurs projets que j'ai fait dans les dernières années, notamment grâce à mon ami Johan Rekoul. Et notamment en partenariat avec des professeurs d'histoire et de musique de l'éducation nationale en Seine-Saint-Denis, et avec le soutien des archives nationales, à Pierrefitte notamment. C'est beaucoup de choses. C'est à la fois des projets liés à l'histoire, à l'enseignement de l'histoire, à l'enseignement d'une histoire difficile, douloureuse, et à l'enseignement de celle de la déportation et de la Seconde Guerre mondiale et du totalitarisme. Et en même temps, c'est aussi l'idée d'une rencontre et d'un enseignement dans un contexte difficile qui est celui des zones REP+, de l'éducation nationale, comme il y en a autour de Paris. Avec des professeurs merveilleux qui font un travail incroyable, difficile et incroyable. On a pu partir comme ça. J'ai pu accompagner des élèves à Buchenwald, parler de la musique dans les camps de concentration, parler de la déportation et travailler sur les textes. Là, en l'occurrence, c'est ce texte de Léon Leloir qui était un résistant déporté à Buchenwald et qui a écrit des milliers de vers sans papier dans sa tête pendant qu'il était déporté, avant de les transcrire à son retour en avril-mai 45 et les publier juste avant de décéder, avant la fin de l'année 45, après avoir été libéré. Et puis c'est des projets à entrée ce sont des projets à entrée multiples et aussi où le texte, l'expression, l'idée du passage, de la transmission est primordiale. Et la musique se met encore une fois au service en adaptant son vocabulaire soit à des citations, soit tout simplement au caractère de ce qui est exprimé, à la dureté de ce qui est exprimé. Ça m'a donné aussi plusieurs entrées, puisque à l'occasion du concert de cette œuvre-là, j'ai pu rencontrer Fernand Deveau, autre résistant déporté, qui est décédé depuis peu après notre rencontre. Et l'année d'après, j'ai eu l'occasion de faire une autre œuvre dans le même cadre, mais en hommage à Fernand Deveau. Et puis, pour tout dire, je suis encore en train de travailler à une œuvre sur ce sujet avec Frania Eisenbach-Haverland, qui est une survivante d'Auschwitz, que je vais voir régulièrement, avec qui je travaille pour mettre en valeur son histoire et l'histoire des Juifs de Pologne déportés et disparus pendant le nazisme. Nous écoutons un extrait de Je reviens de l'enfer pour soprano solo, chœur d'enfant et ensemble orchestral. Esther Labourdette, l'ensemble orchestral Les Tempéraments, dirigé par Johan Rekoul, chœur d'enfant du Conservatoire municipal d'arrondissement du 12e, dirigé par France de la Hameline.
transpercée jusqu'aux os, grise et jaune, la peau est glaise agglutinée. Survient un officier, à la face avinée, gabardine au collet, tête de Kismara, et Python. Travailler sans trêve ni repos, sinon le crématoire obtiendra sa fournée. La crevage au hasard frappe et sangle nos dos. En parlant des influences qui ont été les vôtres et des maîtres éventuellement qui apparaissent subrepticement dans les œuvres, il y a cette œuvre que vous avez composée pour violon seul et qui irrésistiblement m'a évoqué à la fois le premier prélude de Jean-Sébastien Bach pour violoncelle, de ses suites pour violoncelle, et la cadence du concerto pour violon en mi mineur de Félix Mendelssohn Bartholdy. C'est votre prélude pour violon seul, composé cette année, et que Geneviève Laurenceau a interprété dans sa série de vidéos Facebook pendant le confinement. Alors, moi, ma question, c'était qu'est-ce que ça a de spécifique d'écrire pour un instrument seul? Parce que pour l'instant, on n'a évoqué que des œuvres où beaucoup d'instrumentistes ou de chanteurs se retrouvent, mais alors, un instrument tout seul. Alors, il y avait dans le contexte, la solitude, entre guillemets, de l'instrument était liée aussi au contexte, puisque Geneviève Laurenceau avait lancé une invitation à écrire des pièces qu'elle a jouées immédiatement, travaillées et jouées et diffusées en vidéo. Toute une série passionnante. Et donc la solitude était évidemment la solitude de tout un chacun confiné chez lui et ne pouvant en sortir. Alors ça donne aussi des modèles musicaux parce que finalement il y a une idée, il y a un peu ça aussi dans Je reviens de l'enfer qu'on écoutait tout à l'heure. L'idée de l'enfermement est aussi pour moi une idée de construction musicale, c'est-à-dire presque toutes mes œuvres sont sur des principes intervalliques. Il y a de la technique d'intervalles musicaux, des processus de développement, d'agrandissement ou de rétrécissement des espaces musicaux basés sur les intervalles. Et ça aussi, c'est à partir du moment où dans une pièce, je prends un cadre, je définis un cadre, l'idée va être de la dialectique entre le fait d'être dans le cadre et d'en sortir, d'avoir un cadre enfermant dans lequel on peut tourner et sans en sortir, et puis éventuellement de rompre ce cadre. L'idée est, avec très peu de matériaux, de pouvoir être à la fois enfermé
pour trouver toutes les possibilités d'un matériau et les exploiter, toutes les possibilités expressives, et pouvoir casser le cadre. Alors la pièce pour violon seul, elle fait un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a un principe harmonique qui peut avoir l'air très classique au début, et puis ensuite il explose par agrandissement, et il se résorbe, et les choses se résorbent. Donc il y a l'idée vraiment par ces moyens à la fois techniques et mécaniques, mais d'exprimer un enfermement, le fait d'être entre quatre murs, et puis le fait d'exploser, de sortir, et puis d'avoir quelque chose qui passe au-dessus de ce cadre, et qui exprime plus loin, plus fort. Et vous avez utilisé un mot qui, moi, me parle très fort, c'est le mot de dialectique. Mais entre un texte, une musique et leur relation, en fait. Et moi, j'ai envie de questionner votre rapport à une autre dialectique qui est celle de la tension et de la détente. Alors, en ayant vraiment à l'oreille, non pas seulement en tête intellectuellement, mais à l'oreille, l'importance à toute époque de ce qu'on appelle la consonance et la dissonance, c'est-à-dire les notes qui vont bien ensemble et celles qui frottent, qui font tension, ce qui est un phénomène d'abord acoustique, puis un phénomène culturel, avec des fois un éloignement de l'interprétation culturelle de ce couple par rapport à l'aspect physique du son. C'est un élément de vocabulaire important, notamment dans la musique occidentale, c'est-à-dire cette tension dialectique et rhétorique. C'est-à-dire l'idée que les éléments des éléments vont s'opposer dans le discours, à l'intérieur de la phrase, à l'intérieur du chapitre, à l'intérieur du livre. C'est à tous les niveaux. Tension-détente, c'est comme ça qu'une phrase, on monte la voix et on la fait redescendre. La musique est basée là-dessus, sur l'attente, la tension, le suspense, et la redescente vers l'absence de tension. Et ça, c'est un phénomène, de notre humanité terrestre, hein. C'est si on lâche en haut quelque chose, il descend. Et donc, tension, détente sont vraiment un phénomène dont nous sommes faits. Donc, de tout temps, l'expression est faite de cela, et par ailleurs, quand on est sur la grande forme, sur le discours, on a aussi des éléments qui vont contraster, et la tension se fait dans le contraste aussi entre les éléments adverses ou simplement différents. Alors, je pense que certaines musiques parfois ont voulu nier toute hiérarchie, enfin vouloir être d'un égalitarisme parfait qui est ni tension ni détente, mais que tout le monde soit au même niveau, et ça marche parfois, mais ça marche pas vraiment sur le long terme. Enfin, je crois que l'histoire nous l'a prouvé, et que donc quel que soit le matériau musical, quel que soit ce qu'on en pense à la base, n'importe quel matériau, le plus dissonant possible, peut servir de consonance pour moi, et servir d'élément de repos, si on le définit comme tel, et si on le fait entendre à l'auditeur, et que par ailleurs on fait contraster autre chose sur cet élément, y compris en inversant par rapport aux catégories traditionnelles de consonance et de dissonance. Voilà, donc moi je travaille beaucoup sur cette opposition qui, je pense, est toujours fertile. Alors pour terminer, à la fois comme dessert et plat de résistance, j'aimerais évoquer avec vous votre œuvre la plus récente, je crois, puisque elle date aussi de cette année. C'est le quatuor à cordes Métamorphosis, qui est une commande de la Scala à Paris, sur une poésie de Charles Bukowski. Alors un quatuor à cordes sur une poésie, c'est un petit peu étonnant, donc je vous propose, chers auditeurs, d'entendre premièrement la poésie de Charles Bukowski en anglais, puis en français. A girlfriend came in, built me a bed, scrubbed and waxed the kitchen floor, scrubbed the walls, vacuumed, cleaned the toilet, the bath tube, scrubbed the bathroom floor, and cut my 2 nails and my hair. Then, all on the same day, the plumber came and fixed the kitchen faucet and the toilet, and the gas man fixed the heater, and the phone man fixed the phone. Now I sit in all this perfection. It is quiet. I have broken off with all my 3 girlfriends. I felt better when everything was in disorder. It will take me some months to get back to normal. I can't even find a roach to commune with. I have lost my rhythm. I can't sleep. I can't eat.
I have been robbed of my filth. Métamorphose. Une petite amie a refait mon lit, récuré et ciré le sol de ma cuisine, puis lessivé les murs, passé l'aspirateur, nettoyé les toilettes et la baignoire, astiqué le sol de la salle de bain, coupé les ongles de mes pieds et mes cheveux. Puis, dans la même journée, le plombier est venu réparer le robinet de la cuisine et les toilettes. Le monsieur du gaz a remis le chauffage, et celui du téléphone a réparé le téléphone. Me voici maintenant dans ce monde parfait. Tout est calme. J'ai quitté mes 3 petites amies. Je me sentais mieux quand tout était en désordre. Il me faudra des mois pour revenir à la normale. Je n'ai plus un cafard avec qui échanger. J'ai perdu mon rythme. Je ne dors plus, ne mange plus. On m'a volé ma crasse. Métamorphosis, poème de Charles Bukowski, publié en 1979 dans le recueil nommé « Jouer du piano ivre comme d'un instrument à percussion jusqu'à ce que les doigts saignent un peu ». Traduit de l'américain par Michel Lederer. C'est étonnant d'avoir un quatuor à cordes justement basé sur un poème. Comment est-ce qu'on organise un quatuor à cordes sur un poème? Alors, ce poème est un peu incroyable. Il m'a frappé. Alors bon, d'abord, le poème, c'est Métamorphose, ça c'est le titre, et le contexte de la commande par la Scala Paris, c'est la salle de concert, qui suivait le prix reçu en 2019, le prix de la SACEM Salabert, qui avait été remis à la Scala de Paris. Donc la Scala m'a passé cette commande, qui a été créée en octobre dernier par le Quatuor Hanson. Le titre du concert dans lequel la commande s'inscrivait était Métamorphose nocturne, notamment car c'est le titre du quatuor de Ligeti, du quatuor à cordes de Ligeti, qui clôturait ce concert. Un quatuor qui, moi, quand j'étais jeune, m'a vraiment marqué, qui est pour moi une des plus belles œuvres du répertoire du quatuor à cordes. Et puis par ailleurs, c'était un concert aussi où il y avait du Haydn, du Mozart, des mouvements. Alors, Métamorphose, le titre de Métamorphose, je me suis mis à chercher. Et comme bien souvent, je cherche des poèmes à partir d'une thématique. Je fais souvent, par exemple, des cycles à partir de poèmes de plusieurs poètes pour faire un cycle vocal. Et donc je suis tombé sur ce poème de Bukowski qui m'a frappé par son texte, sa folie, par aussi sa forme, parce que il y a une progression vers le nettoyage, dans le nettoyage, jusqu'à la perfection. Et une fois qu'on arrive dans cette perfection, le poète est désemparé et n'a de cesse que de retrouver son désordre, son bazar, qui est son mode de vie normal. Donc l'idée du désordre à l'ordre et au désordre, pour moi c'est déjà une construction, ce qu'on appelle parfois une forme en arche en musique, mais en tout cas une dialectique qui déjà est musique de par son ordre. Et puis par ailleurs, le poème en anglais, bien sûr, m'a servi de matériau de construction, au sens où bien que il ne soit pas prononcé, que ce ne soit pas un quatuor sur ce poème, c'est d'après, au sens où prenant le rythme de la langue du poème, je me suis servi de ce rythme pour donner une structure aux mélodies, aux incises mélodiques des instruments. Par exemple, le titre Metamorphosis donne le taratan tara, qui est le rythme initial et le rythme refrain de ce quatuor. Puis j'ai utilisé aussi, toujours dans le contexte de la commande, il y avait plusieurs quatuors en ré, de Schubert et de Haydn et de Mozart, et du coup j'ai écrit un quatuor en ré qui reprend quelques éléments d'inspiration musicale et rythmique des quatuors classiques, tout en s'inspirant aussi de Ligeti et bien sûr en étant forgé dans sa forme et dans le rythme de ses phrases par l'inspiration du poème de Bukowski.
Merci Pierre Chepelov d'avoir passé cette heure avec nous. Et merci également à France Musique de nous avoir permis de diffuser l'extrait du quatuor Métamorphosis que vous pourrez réécouter sur le site de France Musique dans l'émission Le Concert de 20h du 16 décembre dernier. Tous les liens sont à trouver sur la page YouTube de Transistor dans la description. La semaine prochaine, je vous retrouve pour une nouvelle émission musicale avec, en écoute, une œuvre toute particulière à mon cœur qui est Die Nacht de Richard Strauss. Merci à Pierre Chepelov de nous avoir accompagnés. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Merci à vous.